Aujourd'hui, si j'ai enfilé ma petite tenue de Steve Jobs, c'est parce qu'on m'a parlé d'ego, et plus particulièrement d'ego mal placé. Dans le cas de notre ami Steve, avoir un ego surdimensionné lui a plutôt bien réussi, quand on voit tout ce qu'il a fait. Mais la plupart du temps, au quotidien, quand on dit que quelqu'un a de l'ego, c'est jamais très flatteur. Avoir de l'ego, ça a plutôt une connotation négative. Pourtant, si on prend la définition purement philosophique du terme, l'ego c'est juste la conscience et la représentation qu'on se fait de soi dans l'espace par rapport au monde. Donc c'est un terme assez neutre. Et même si on veut être un peu moins pointilleux et parler au sens courant du terme, je pense qu'avoir de l'ego c'est assez important. La plupart des grandes figures de l'histoire n'auraient pas accompli ce qu'ils ont fait sans l'ego. Devenir un Steve Jobs ou un Napoléon par exemple, ça demande quand même une bonne grosse dose d'ego. Et même si tu n'aspires pas à devenir Napoléon, ce qui est sûrement ton cas, au quotidien il te faut un peu d'ego pour te dépasser, réaliser des choses ou encore ne pas te laisser écraser dans certaines situations de la vie. D'ailleurs j'aime bien dire que l'entrepreneuriat c'est beaucoup une histoire d'ego. N'importe quel entrepreneur, à un moment de son parcours, a besoin de se dire tout le monde n'y arrive pas, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, mais moi je vais y arriver. Moi, je suis cette petite personne spéciale qui va tirer mon épingle du jeu. Et c'est grâce à ce biais qu'il se lance dans une aventure entrepreneuriale et se dit que bon, après tout, ça va pas prendre tant de temps que ça ou ça va pas être si dur que ça. Mais je pense que si on était venu voir la plupart des entrepreneurs avant qu'ils se lancent en leur disant ne serait-ce qu'une petite partie des problèmes qu'ils allaient endurer, beaucoup ne se seraient pas lancés. Donc l'ego est premièrement utile et deuxièmement neutre. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça peut être un ami, ou comme le dit si bien Ryan Holiday dans sa formule très connue, un ennemi. Malheureusement, c'est dans ce deuxième cas que l'ego peut vraiment être dévastateur. Et j'ai remarqué que dans un processus d'évolution vers un but, dans une courbe de progression, il y a toujours un moment où nous sommes fatalement touchés par cet ego mal placé. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi est-ce qu'on finit toujours par laisser trop de place à notre ego si on ne sait pas le gérer. Et comment avoir un rapport sain à son ego pour s'en servir à bon escient. Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Je te disais en introduction que l'ego, au sens philosophique du terme, c'est la représentation et la conscience que tu as de toi-même par rapport au monde qui t'entoure. Et bah c'est justement quand cette représentation que tu fais de toi-même n'est plus en adéquation à la représentation réelle que l'ego mal placé va naître. C'est ce que moi j'appelle la différence entre le niveau réel et le niveau perçu quand tu es dans un processus de progression. En réalité, dans tout processus de progression, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Premièrement, tu vas un petit peu galérer. Après la phase de la galère, tu vas rentrer dans une phase de progression exponentielle. C'est-à-dire que tu vas être une vraie éponge, tu vas adorer apprendre, tu vas rentrer dans l'état de flow assez facilement. Et ça va durer quelques temps. Mais au bout d'un moment, la courbe de progression se stabilise et la progression devient assez linéaire. Mécaniquement, tu apprends beaucoup moins vite et tu apprends moins de choses. Et c'est exactement à ce moment-là que tu peux subir ce que j'appelle l'expertise erronée. Tu te trompes sur ton niveau et tu penses que ton niveau doit continuer à augmenter de manière exponentielle à l'infini. Et le problème avec ces deux niveaux de perception, c'est qu'ils créent un fossé qui laisse place à la zone de l'ego mal placé. Et c'est à ce moment-là que tu peux finir par t'énerver, voire parfois par abandonner. Bon, la première chose que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est de te considérer comme un éternel débutant. Se considérer comme un éternel débutant, ça passe par deux choses. Premièrement, dans ton domaine d'expertise personnelle. Dans le domaine où tu es bon, il faut toujours te dire que rien n'est jamais fini, que tu as toujours des choses à apprendre, ne jamais perdre ton humilité par rapport aux autres, ne jamais dire que tu es au-dessus des autres, et passer ton temps à remettre en question ton savoir et à t'auto-évaluer. Douter de tes connaissances sur une base régulière, c'est assez bien pour te considérer comme une personne qui est toujours en fait en chemin d'évolution et qui n'a pas fini le jeu de son domaine d'expertise. L'humilité dans ton domaine d'expertise, ça passe aussi par le fait de dire je ne sais pas. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'être dans une discussion avec des gens et quelqu'un te pose une question dans un domaine que tu es censé mieux connaître que la plupart des gens présents. Et tu n'as pas trop la réponse et tu vas essayer de bidouiller quelque chose pour donner une réponse. Je pense que tu fais une erreur parce que la meilleure chose à faire c'est de dire que tu ne sais pas parce que une, tu travailles de ton humilité et deux, ça va travailler dans ta tête et tu pourras aller faire des recherches par exemple sur ça après et évoluer encore plus. La deuxième chose pour apprendre à être un éternel débutant et cultiver ton humilité, c'est de te frotter à des nouvelles choses de manière régulière. Quand tu te frottes sur une base régulière à l'inconfort du début de la courbe d'apprentissage dont je te parlais juste avant, tu t'habitues à rester humble, tu t'habitues à progresser et à te dire que rien n'est facile en réalité. Quiconque commence de nouvelles disciplines sur une base régulière se rend compte que tout est un peu galère finalement. Pour pas tomber dans la zone de l'ego mal placé, tu peux aussi changer ta mesure au succès. Changer ce que tu vois comme une réussite dans ton quotidien. Je m'explique. L'être humain, pour garder sa motivation et ne pas tomber justement dans la zone de l'ego mal placé et s'énerver, il a besoin de connaître des succès au quotidien. Personne n'aime stagner et après tout, c'est assez humain. Donc si tu commences à stagner dans un domaine, essaye toujours de changer ta perception à la chose. Cet été, je m'étais dit que j'allais sortir pendant 3 mois, 3 vidéos par mois. Et dès les premières semaines de l'été, dès que j'ai sorti mes premières vidéos, j'ai remarqué une nette baisse en termes de vues et une stagnation en termes d'abonnés. Donc dès le début, je l'ai un peu mal pris, je me suis demandé ce qui allait pas, et très vite j'ai remarqué
Je ne le savais pas avant, mais j'ai remarqué qu'en été, aucun créateur ne sortait du contenu parce que les gens sont en vacances. Les gens n'ont pas que ça à faire d'être sur YouTube et c'est normal. Avant de m'empêtrer là-dedans, j'avais pas réfléchi à ça. Ce que je pouvais faire face à cette situation, c'est abandonner et ne plus rien sortir de l'été et peut-être perdre en motivation et ne plus jamais reprendre mes vidéos sur la chaîne YouTube. Ou 2, changer mon rapport à la mesure du succès. Tu t'en doutes, j'ai fini par aborder le problème de la deuxième manière. J'ai vu mon succès dans ma discipline personnelle. Je me suis dit, en l'absence de vues, en l'absence d'abonnés et en l'absence de beaucoup de personnes qui regardent mon contenu, je vais trouver du plaisir dans le fait de me tenir à mon calendrier et de me tenir à ce que j'ai dit. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de renvoyer, c'est la personne que j'ai envie d'être et c'est une identité que j'ai envie d'incarner. Quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Et quelqu'un qui ne lâche pas face à la moindre adversité. Donc si t'es face à un mur et que ce mur paraît indestructible, essaie de te décaler de quelques pas. Tu verras que peut-être que tu auras des solutions. En changeant de perception et en voyant ce que tu peux toi-même changer sur le moment, tu continueras à progresser et à trouver la motivation au quotidien. Puisqu'on parle de contrôler certaines choses et pas d'autres, ça me fait passer au troisième point. Essaye toujours de te concentrer sur le processus, pas sur ton but. Je sais qu'on parle souvent aujourd'hui d'avoir un but, sinon on est des bons à rien, mais c'est faux. La chose qui va te faire parvenir à ton but, c'est un processus solide et c'est une implémentation quotidienne avec des objectifs mesurables. Et ça, c'est important. Premièrement, tout ce qui se mesure s'améliore. Et deuxièmement, c'est quelque chose que tu peux contrôler au quotidien. Le but, c'est une date qui se trouve souvent dans longtemps, qu'on voit au loin et qui nous presse dans notre approche. Et en plus de ça, on est très mauvais pour définir quand est-ce qu'on va arriver à notre but. Parce qu'il y a de grandes chances que tu n'arrives pas à ton but au moment où tu l'avais prédit. Au quotidien, tu vivras dans une situation d'empressement et d'échec permanent. Si tu te fixes un but sans processus précis, tous les jours où tu te lèves, tu vis dans une situation où tu n'as pas encore atteint ton but. Tu peux avoir envie de perdre 10 kilos dans 3 mois, c'est une bonne chose. Ne te dis pas, je veux avoir perdu 10 kilos dans 3 mois. Dis-toi, d'accord, qu'est-ce qui peut me faire perdre 10 kilos dans 3 mois ? Et bah ça peut être aller à la salle tant de fois par semaine, manger tant de calories par jour. Chaque jour, tu auras implémenté ton plan et ça te donnera une certaine satisfaction. Enfin, puisque je parle de processus, le processus, ça te donne souvent l'occasion de te rendre compte de ce que tu as accompli. Quand tu regardes derrière toi, tu es reconnaissant envers toi-même en réalité. Et dans des moments où tu penses que tu stagnes et où tu peux laisser place à ton ego, dis-toi que tu as déjà pas mal progressé et regarde derrière toi, dis-toi tout ce que tu as accompli et tu verras, ça te rassurera. Enfin, une chose primordiale pour ne pas laisser place à un ego mal placé et un peu rendre les choses moins sérieuses au quotidien, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre pendant longtemps parce que je me mettais beaucoup de pression. J'ai relu cette idée il y a pas longtemps dans un livre que j'adore qui est Essentialism de Greg McKeown. Si tu l'as pas lu, je t'invite vraiment à le lire, je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse. Cette dernière chose, c'est apprendre à rendre le processus drôle, apprendre à jouer et à retrouver ton âme d'enfant. Le système scolaire et la société t'ont toujours appris que quelque chose de sérieux, ça se construit en étant assis à une table et en étant très sérieux et en ne rigolant jamais. Mais cette manière de voir les choses, c'est la meilleure pour commencer à se mettre une grosse pression sur les épaules, perdre toute son humilité et finir par régresser dans tout ce qu'on veut faire. Déjà, pour voir les choses comme un jeu, ne fais pas ce que tu veux pas faire. Ne te force jamais à faire quelque chose, soit parce qu'on veut que tu le fasses, ou soit parce que c'est la mode. Si tu veux te mettre au sport et que tu vois que tout le monde va à la salle de sport, et qu'au bout de quelques semaines tu n'aimes pas ça, ne te force pas. T'as tout à perdre à faire ça, tu vas te dégoûter de la salle, voire même du sport et te dire que ce n'est pas fait pour toi. Par exemple, moi sur YouTube, je me force pas à faire des sujets que j'ai pas envie de faire. Et je pense que en faisant ça, les gens vont le ressentir et vont s'intéresser à mon contenu. Personne m'a forcé à faire une chaîne YouTube, personne m'a forcé à faire des vidéos, donc je vois pas pourquoi je me mettrais une pression supplémentaire à me dire qu'on attend quelque chose de moi. C'est pareil pour n'importe quoi, que ce soit le sport, le travail ou n'importe quoi dans la vie. Donc on a tout à gagner à rendre les choses moins sérieuses de temps en temps. Le jeu, c'est la pratique. Et quand on pratique, on prend du plaisir dans le processus encore une fois. Et on est beaucoup moins tenté de donner de la place à l'ego mal placé. Quand j'étais petit, j'étais très mauvais joueur. Bon, je suis encore un petit peu mauvais joueur, mais ça s'est arrangé un petit peu. Quand on était, par exemple, en cours de récréation ou à l'anniversaire d'amis à moi, et qu'on faisait des petits jeux, je me mettais tellement de pression pour gagner que je ne profitais pas du jeu en lui-même, je ne profitais pas de la pratique en elle-même. J'étais toujours focus sur l'objectif, le but, c'est-à-dire gagner, et quand on perdait, alors là, c'était la pire des choses. Je pouvais m'énerver et ne plus profiter de toute l'après-midi avec mes amis parce que j'avais perdu. Donc ça, tu vois, c'est un bon exemple d'ego et de fierté mal placée, de fierté mise là où il faut pas du tout. Apprends à voir les choses de manière légère, ça te fera prendre un peu plus le temps, être moins pressé d'arriver à un certain niveau, donc être plus humble et accepter ton niveau actuel. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux avoir encore plus de contenu sur le minimalisme, l'énergie, la productivité et la psychologie en général, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes en cliquant sur le premier lien en description. Les lettres minimalistes, ce sont des mails que j'envoie plusieurs fois par semaine où je traite du contenu un peu plus poussé que je n'aborde pas forcément en vidéo. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien en description pour me rejoindre et ne pas rater la prochaine lettre. Laisse-moi un petit j'aime, commente cette vidéo et surtout partage-la pour que le plus de gens possible me voient avec cette magnifique tenue de Steve Jobs. Et de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.